Bonjour à tous et bienvenue sur Lyon Capitale. Nous vous proposons aujourd'hui un grand débat sur les élections législatives qui auront lieu les 12 et les 19 juin prochains. Alors elles sont capitales, ces élections, puisqu'elles permettent l'élection de 577 députés à l'Assemblée nationale, des députés qui votent notamment toutes les lois. Zoom aujourd'hui sur la deuxième circonscription du Rhône, avec deux invités. Bonjour Hubert Julien Laferrière. Bonjour. Alors vous êtes le député sortant, vous aviez été élu en 2017 sous l'étiquette de La République En Marche, et là vous vous présentez investi par la NUP, donc la nouvelle Union populaire écologique et sociale, à cette élection de 2022. En face de vous, Loïc Terren, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat Renaissance Ensemble, donc La République En Marche, le candidat d'Emmanuel Macron de la majorité présidentielle dans cette deuxième circonscription du Rhône. Alors déjà, avant de commencer, on va faire un petit tour d'horizon de cette deuxième circonscription. Où c'est cette circonscription? On va le voir à l'écran. Du coup, ça regroupe 4 quartiers de Lyon, une partie du 9e arrondissement, donc Saint-Rambert, La Duchère, Vèze notamment, l'intégralité du 4e arrondissement, donc le plateau de la Croix-Rousse, l'intégralité du 1er arrondissement, les pentes de la Croix-Rousse, les terreaux, et une bonne partie du 2e arrondissement, Hôtel de Ville, jusqu'à Perrache. Jusqu'à Perrache. Exactement. Alors, pour commencer, on vous a demandé de réfléchir à 3 idées, 3 propositions que vous défendriez en priorité si vous êtes élu député le 19 juin prochain. Hubert Julien Laferrière, à vous. Merci de votre invitation. Je précise par rapport à votre introduction que j'ai quitté la majorité il y a presque 2 ans et demi maintenant. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans mes engagements suite au fait que j'ai quitté la majorité, qui m'ont rapproché des partis de la NUPS. Alors, l'ensemble de ces partis ont fait de leur priorité le pouvoir d'achat. Et notamment, effectivement, l'éradication de la pauvreté. Donc, l'une des premières lois qui devra être proposée si nous obtenons la majorité, c'est ce que nous avons appelé la garantie d'autonomie, parce que nous avons aujourd'hui, dans notre pays, la France 7e puissance mondiale, 9 millions de pauvres, 15% de la population française. Ce n'est pas possible que dans un tel pays comme la France, nous ayons aujourd'hui 9 millions de pauvres. Et donc nous proposons, et ce sera proposé effectivement par la loi, une garantie d'autonomie, c'est-à-dire que tout le monde puisse gagner au moins 1 063 €, puisque c'est le seuil de pauvreté. Et ça commencera par les jeunes auxquels Emmanuel Macron avait refusé un revenu minimum, un RSA pour les jeunes, tel que ça avait été demandé par nombre d'associations, d'ailleurs que j'ai beaucoup rencontré pendant mon mandat, les associations étudiantes. Mais on ne peut pas accepter non plus qu'effectivement aujourd'hui on ait des retraites qui soient en dessous du seuil de pauvreté, qu'on ait un RSA qui soit à la moitié du seuil de pauvreté. Nous proposerons effectivement cette garantie de 1 063 € par mois, parce que personne en France ne doit être laissé au bord du chemin. C'est effectivement indispensable qu'on a les moyens aujourd'hui, si on fait plus de justice sociale, si on sait mieux répartir les richesses, si on sait mieux réduire les inégalités qui se sont accrues pendant ce mandat, si on sait mieux répartir, on a les moyens de financer cette garantie d'autonomie. Il y a d'ailleurs des exemples à l'étranger qui le montrent. Effectivement, dans les pays du Nord, on a fait soit des expérimentations, soit on les a mis en place, comme la Finlande a mis en place un revenu universel qui fonctionne aujourd'hui dans le pays. Loïc Terren. Oui, écoutez, merci aussi pour cette invitation. Moi, je défends une proposition de loi sur les métiers du lien. Parce que je considère que ce sont les métiers de demain. On le sait, on a de nombreux défis démographiques qui nous attendent, que ce soit sur l'enfance, que ce soit sur le grand âge. Et donc, je défends l'idée que toutes ces personnes, et en majorité toutes ces femmes, puisqu'elles sont à 95% les personnes qui occupent ces postes, ce sont nos AVS, nos AESH, qui sont près notamment des enfants handicapés en milieu scolaire, nos agents périscolaires, enfin toutes ces personnes qui travaillent finalement, qui sont les métiers de la cohésion sociale, je propose qu'elles puissent avoir leurs compétences qui soient certifiées par l'État, reconnues,
qu'elles puissent bénéficier aussi d'un temps plein, puisque aujourd'hui, on le constate, ces emplois sont plutôt avec des temps hachés, c'est-à-dire que la plupart du temps, ces personnes occupent des temps partiels, et donc moi je souhaite qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour qu'ils puissent occuper un temps plein, et puis par ce biais, qu'on puisse leur garantir aussi un SMIC, puisqu'on se rend compte, notamment sur les AESH dont je parlais tout à l'heure, que la rémunération moyenne est de 750 € net par mois, et je pense qu'aujourd'hui, c'est une injustice cruciale sur des métiers qui sont essentiels pour notre société. Donc je défendrai cette proposition de loi si je suis élu député. Et je pense que pour maintenant, comme pour les 10 et 20 années à venir, c'est une mesure essentielle. On va continuer avec vous pour alterner une deuxième proposition, idée. Alors la deuxième proposition, elle est en lien direct avec ce que porte le gouvernement en matière de plein emploi. On le sait, aujourd'hui on a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. On a un taux de chômage des jeunes qui reste élevé, mais qui a fortement baissé, de 10 points par rapport à 2017. Et donc aujourd'hui, il faut mettre en place tous les outils qui sont nécessaires pour cette politique du plein emploi. Et moi, ce que je propose notamment, c'est de réformer notre politique en matière de stage en entreprise. Je propose notamment de déposer une proposition de loi pour mieux rémunérer nos stagiaires dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un stagiaire qui serait en première année de licence va toucher la même gratification minimale qu'un étudiant en Master 2. Et moi, j'estime que c'est une forme d'inégalité et qu'il faut rétablir l'équité en la matière. Et puis, je propose aussi que chaque Français, puisse bénéficier d'un stage en entreprise s'il n'est pas dans un parcours scolaire ou s'il n'est pas demandeur d'emploi, avec une agence dédiée qui serait rattachée à France Travail, ce qu'a proposé Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, de manière à ce que chacun puisse contracter une convention de stage avec une entreprise sans devoir payer, comme c'est le cas aujourd'hui, en réalité 500 voire 1000 € auprès d'établissements privés pour avoir cette convention de stage. Ça permet des reconversions en entreprise, notamment pour des personnes qui aimeraient changer de parcours professionnel. Hubert Julien Laferrière, une petite réaction, vous dites quoi? Banco de proposition là, de Loïc Terren? Écoutez, si les métiers du lien, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un excellent rapport de mes collègues Ruffin et Bonnel, tout à fait. Effectivement sont revalorisés, je dirais bravo, mais ce qu'on voit effectivement, c'est qu'au cours de ce mandat, ils n'ont pas été revalorisés à la hauteur de ce qu'ils devraient être, les métiers du soin en général. D'ailleurs, les soignants manifestent cet après-midi, alors même qu'on a vu le rôle essentiel qu'ils ont joué pendant la crise Covid. Donc je crois que ça doit être effectivement une priorité du prochain mandat, que de revaloriser ces métiers qui sont si importants pour notre société, pour le lien social et tout simplement pour la dignité en particulier des personnes âgées, mais plus largement des personnes fragiles dans nos sociétés. On enchaîne sur votre deuxième proposition. Deuxième proposition importante que nous avons défendue d'ailleurs avec Yannick Jadot pendant la présidentielle, c'est la fin des pesticides. Emmanuel Macron s'était engagé au début du quinquennat, effectivement, à engager la sortie des pesticides. On a vu ce qu'il en a été pour le glyphosate. Moi, je m'étais d'ailleurs désolidarisé de ma majorité à l'époque, puisque j'avais effectivement voté pour l'amendement qui proposait l'interdiction du glyphosate. On a vu aussi comment le gouvernement a réintroduit un pesticide, le néonicotinoïde tueur d'abeilles, qui est un poison absolu pour les nappes phréatiques, qui avait été interdit en 2016 et qui a été réintroduit effectivement en 2020. On a bataillé à l'Assemblée nationale avec le groupe que j'avais créé avec d'autres collègues, en particulier avec Delphine Batteau, pour empêcher cette réintroduction. Il faut absolument engager un plan très fort pour en terminer avec les pesticides. D'abord, les pesticides les plus dangereux, je les ai cités, glyphosate, néonicotinoïdes, et puis engager effectivement, bien sûr à long terme, avec les transitions nécessaires, mais de réduire drastiquement l'utilisation des pesticides qui sont à la fois un danger pour le vivant et un danger pour la santé humaine. Un danger pour le vivant parce que il faut le rappeler à chaque fois, c'est qu'en 10 ans, on a perdu un tiers des oiseaux des champs, on a perdu un tiers des colonies d'abeilles. En 30 ans, on a perdu 80% de la biomasse d'insectes. Donc c'est pas juste il faut protéger le vivant, c'est qu'il faut arrêter l'effondrement de la biodiversité en France et on ne peut pas se satisfaire effectivement de continuer à utiliser des pesticides. Donc on connaît les dégâts à la fois sur le vivant et sur la santé humaine. Loïc Terren, sur les pesticides. Non, oui, rapidement une réaction. Moi, je suis d'accord sur les objectifs en matière de biodiversité qui sont en train... Vous êtes toujours d'accord, en fait. Alors, laissez-moi continuer ma réponse. Les objectifs sont bons, on peut être d'accord.
sur la suite de ma réponse. Non, mais je suis d'accord sur le constat en matière de biodiversité et en matière de conséquences aussi sur la santé de nos populations. Le sujet étant sur les néonicotinoïdes notamment, et c'est ce que le député sortant omet de dire, c'est que si nous avons réintroduit en partie cet usage, c'était pour sauver la filière de betterave. Et ça a été fait sur un laps de temps qui était censé être temporaire. Donc on sait très bien... qui a été revoté il y a quelques mois pour le prolonger. Oui, mais je ne doute pas qu'on reviendra là-dessus. Le sujet étant, à travers ce que je dis, que nous devons arriver à concilier à la fois nos objectifs écologiques et nous devons accélérer la transition écologique et énergétique. D'ailleurs, c'est la priorité du gouvernement qui a été nommée. Mais en parallèle, nous ne pouvons pas mettre en danger toutes nos filières agricoles. Et ça, vous le savez, monsieur le député sortant. Sauf qu'il y a des alternatives. Sauf si vous souhaitez dire à nos agriculteurs, et notamment ceux qui cultivent la betterave, qu'ils doivent arrêter leur production. C'est pas ça. Parce que vous en avez décidé ainsi. Moi, je pense que nous pouvons concilier à la fois la transition agricole et la transition écologique sans mettre en danger un pan de notre économie et un pan de notre agriculture. Elle n'arrive pas. Il y a 1000 études quand même qui sont sorties sur le danger des néonicotines. 1000 études. Et on a vu en Italie notamment qu'ils savaient trouver des alternatives. Mais on ne le conteste pas, monsieur le député sortant. L'Italie les a interdits à trouver des alternatives. On va passer au n'a pas troisième exactement thème. la même agriculture qu'en Italie, monsieur le député sortant. Troisième thème, Loïc Terren. Écoutez, le troisième thème que je pense que chacun partage, c'est celui de la lutte contre le harcèlement scolaire. On a déjà engagé énormément de chantiers. On a nommé notamment des ambassadeurs dans tous les établissements scolaires. Enfin, quasiment, on en est à 23 000. Et ça va continuer de s'accroître. La lutte contre le harcèlement scolaire, aujourd'hui, elle doit disparaître de tous nos établissements, de nos écoles, de nos collèges et de nos lycées. Et moi, je propose notamment, s'agissant des établissements privés, qui sortent finalement un peu du champ de ce qui a été voté à l'Assemblée nationale en matière de lutte contre le harcèlement, que l'on puisse travailler avec ces établissements privés, travailler avec les familles qui sont dans les établissements privés et notamment qui ont des enfants qui sont victimes de harcèlement pour aller plus loin sur le sujet, soit en passant par la loi, c'est-à-dire en intégrant les établissements privés dans le code de l'éducation, même si c'est compliqué, soit en créant une structure dédiée qui accompagnerait les familles de ces élèves qui sont concernés. Et ça concerne un pan important de ce fléau. Je rappelle que la lutte contre le harcèlement scolaire, elle est plurielle, elle peut être en raison de son orientation sexuelle, en raison de son apparence physique. Enfin, il y a énormément de sujets qui font que l'on peut être harcelé, et je pense que l'on doit vraiment toutes et tous se mettre d'accord sur un plan ambitieux, que ce soit dans l'enseignement public ou privé. Hubert Julien-Laferrière, votre troisième thème aussi, parce que j'imagine qu'il n'y aura pas grand débat sur cette question-là. D'ailleurs, j'ai reçu des associations qui luttent contre le harcèlement scolaire. Il y a évidemment un sujet à traiter d'urgence. Troisième thématique qui n'est pas forcément pour moi la préoccupation quotidienne des Français, mais qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les ventes d'armes. Aujourd'hui, la France est le 3e exportateur d'armes au monde. Et la France vend des armes à des dictatures comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui bombardent le Yémen et notamment les populations civiles dans une guerre qui a été qualifiée par les Nations Unies elles-mêmes de pire catastrophe humanitaire au monde. Aujourd'hui, nous vendons des armes en toute opacité. Le président de la République était en déplacement il y a quelques mois dans le Golfe. Il a effectivement signé un contrat de vente de 80 Rafales avec l'entreprise Dassault. Et malheureusement, ces ventes d'armes, notamment à des dictatures, on pourrait parler de l'Égypte également, se font dans l'opacité totale. Et il faut absolument qu'il y ait un contrôle parlementaire, au moins, des ventes d'armes, comme il y a dans les pays du Nord. Et d'ailleurs, mes collègues Jacques Maire, député de la majorité, et Michel Tabarot, député LR, ont fait un rapport qui avait proposé qu'il y ait un vrai contrôle parlementaire. Et malheureusement, ils ont été renvoyés dans leur corde par le gouvernement. Donc moi, je proposerais effectivement la mise en place d'une commission bicamérale, Sénat-Assemblée, qui puisse contrôler les ventes d'armes, qu'il puisse y avoir au Parlement un débat tous les ans sur ces ventes d'armes. Et surtout, je proposerais la création d'une commission d'enquête au Parlement pour vraiment pouvoir contrôler ces ventes d'armes. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse accepter de vendre autant d'armes dans la telle opacité à des dictatures qui bombardent des populations civiles avec les armes qu'on leur a vendues. On a même découvert qu'on avait vendu des armes à la Russie qui sont aujourd'hui utilisées dans la guerre en Ukraine. Vous voyez qu'il y a besoin absolument d'un contrôle démocratique de ces exportations d'armes.
Très bien. Alors, vous aspirez, messieurs, à être députés de la République française, mais vous êtes aussi lyonnais. Lyon, c'est important. On vous a demandé de réfléchir à un projet lyonnais qui vous tient à cœur, une idée que vous souhaiteriez porter. Loïc Terren. Écoutez, moi, le sujet que j'ai choisi pour Lyon, pour notre territoire, c'est celui des navettes fluviales. On avait porté au moment des élections métropolitaines l'idée d'avoir un système, un service public. Vous étiez conseiller de David Kimmelfeld, qui est l'ancien président de la métropole de Lyon. Tout à fait, j'étais à l'époque son conseiller aménagement et logement, et on avait réfléchi à un vrai service public de navettes fluviales qui aurait touché l'ensemble de la métropole de Lyon, enfin du moins les communes qui sont concernées, enfin qui sont bordées par la Saône et par le Rhône. Cette proposition, je la reprends aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'une part, le député peut agir en la matière, puisqu'on a une question notamment sur la vitesse de navigation, qui permettrait de mettre en place un tel système, un tel service public de navettes fluviales. Et c'est ce que j'aimerais porter en tant que député. Par ailleurs, et le député sortant le sait bien, on a des zones à faible émission qui sont en train d'être mises en place sur la métropole de Lyon, comme dans l'ensemble des métropoles françaises. Et les écologistes qui sont au pouvoir depuis 2020 à la ville et à la métropole de Lyon ont tout de suite exclu de leur plan de mobilité la question des navettes fluviales, ce que j'ai trouvé très dommageable, parce que de manière très pragmatique et sans idéologie, je trouvais que c'était une très très bonne mobilité alternative, propre, qui respecte évidemment nos fleuves et la biodiversité de nos fleuves, parce que c'est une question importante, mais qui permet aussi de désengorger le trafic, et ça concerne notre circonscription dans l'ouest de Lyon. Il faut qu'on avance. Voilà. Hubert Julien Laferrière. Favorable à la navette fluviale, puisque j'étais maire du 9e arrondissement, j'ai réussi à faire venir la navette fluviale. J'espère que vous convaincrez la mairie et la métropole de Lyon. Et on espère l'avoir bientôt jusqu'à l'île Barbe. Moi, je vais vous parler d'eau aussi, puisque effectivement, moi, une des premières propositions de loi que je proposerai en tant que député, c'est une proposition qui concerne le Rhône. Le Rhône qui, effectivement, a sa source en Suisse. Et aujourd'hui, le Rhône qui draine près de 8,5 tonnes de déchets qui se déversent dans la Méditerranée. Et moi, je soutiens les projets associatifs, notamment l'association IDEO, qui souhaite que le Rhône soit doté de la personnalité juridique. Ça veut dire quoi ? C'est pas un gadget, ça veut dire qu'il a un statut, et donc qui permet, via des associations, d'être défendu en justice. Vous voyez, en Nouvelle-Zélande, en Équateur, par exemple, eh bien, la nature est protégée par la Constitution. Et donc ça a permis effectivement de remettre en cause des projets d'infrastructures qui remettaient en question la qualité de la ressource en eau, qui pouvait réduire le débit du fleuve. Et donc je crois que c'est très important qu'on puisse donner, ça sera un premier pas, on pourra donner la personnalité juridique à d'autres fleuves en France, mais il faut qu'elle puisse avoir cette personnalité juridique pour qu'on puisse empêcher des projets destructeurs. Vous savez que les experts... Le temps avance très vite. Les experts estiment que le glacier du Rhône pourrait avoir disparu en 2100. Le temps avance très vite. Hubert Julien Laferrière, une question que vous souhaiteriez poser à Loïc Terren. Alors, une question que je souhaiterais poser à Loïc Terren, c'est l'ambition que vous avez pour le prochain mandat en matière de climat. Moi, j'étais effectivement député pendant 5 ans. J'ai vu comment on avait créé la Convention citoyenne pour le climat, belle initiative, 150 citoyens tirés au sort, 149 propositions qui en sont sorties. Et j'ai vu comment ces propositions ont été détricotées, c'est-à-dire que le projet de loi ne reprenait pas sans filtre, comme l'avait promis le président de la République, les propositions, et puis ensuite une commission spéciale présidée par la majorité, encore détricotée, et puis ensuite, pendant qu'on a bataillé, nous, sur le texte, pour proposer d'autres choses, on avait d'ailleurs proposé une vraie loi climat, eh bien, le texte a été tricoté à nouveau par le gouvernement et la majorité avec des amendements qui amoindrissaient son ambition. La proposition de loi que nous avions faite, la nouvelle loi climat, l'autre loi climat, permettait de réduire de 40 millions de tonnes nos émissions, ce qui est à peu près les objectifs fixés par le GIEC. La loi climat actuelle qui a été votée permet de réduire que de 8 millions de tonnes ces émissions. Donc la question, effectivement, est-ce qu'on peut croire cette fois le président de la République et la majorité sur les ambitions climat qui ont été
tellement déçus pendant ce mandat. Il faut accélérer, Loïc Terren, en matière de climat ou pas ? Très rapidement, on peut le croire comme vous l'avez cru finalement en 2017 quand vous avez voté les premières lois en faveur du climat et qui ont été mises en œuvre d'ailleurs, à commencer par la stratégie de fin des hydrocarbures comme vous l'aviez voté, et puis l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par la suite, je pense en matière d'investissement déjà, puisqu'on a quand même un plan de relance qui a consacré un tiers de son plan de relance à la question du climat et de la transition écologique et énergétique. On a une loi, alors pour le coup que vous n'avez pas voté, mais qui a permis notamment de mettre fin aux passoires thermiques, de fixer un calendrier très précis sur la fin des passoires thermiques, qui a permis aussi de mettre fin au vol intérieur à partir du moment où il y avait une alternative en train, qui permet... Oui, que nous on avait demandé pour 2 heures et qui était réduit à 4 heures. Donc voilà. Non, c'est 2 heures et demie. Enfin, on pourrait regarder dans le détail. Vous savez très bien, monsieur le député sortant, qu'il faut toujours trouver du consensus sans pour autant se compromettre. Une autre avancée, puisque vous parliez de la Convention citoyenne pour le climat, sur les 149 mesures qui ont été proposées, 146 ont été retenues. Donc on ne peut pas dire que la Convention citoyenne pour le climat n'a pas été un bon exercice démocratique ni une réussite sur le plan écologique. Je ne suis pas d'accord avec vous. Toutes les ONG et la plupart des conventionnels. Mais écoutez, moi ce que je vois, c'est les résultats, c'est qu'on est en train d'avancer pour atteindre... les ONG alors disent le contraire. Mais l'objectif, monsieur le député, c'est pas de satisfaire l'ensemble des associations locales, c'est d'arriver à atteindre la neutralité carbone en 2050, et c'est ce que l'on fera avec une planification écologique ambitieuse et avec évidemment des mesures d'urgence, puisque, et je le porte, mais d'autres le portent aussi, on ne fait pas une transition écologique à quelques-uns, et vous le savez, et on ne peut pas exclure une partie de la population, ni sur la question des transports, ni sur la question du logement, ni sur la question de l'alimentation. Vous savez que ce n'est pas ce qui a été fait pendant 5 ans qui permet d'arriver à la neutralité carbone. On n'a pas la même lecture des choses, mais force est de constater qu'il y a une partie du mandat qui vous a moins dérangé que l'autre et que vous avez amplement soutenu et qui fixait le cadre pour les 50 années à venir. Loïc Terren, vous êtes jeune quand même, vous avez 25 ans, vous êtes le plus jeune candidat macroniste aux législatives. C'est le climat, c'est une aspiration qui est beaucoup soutenue par la jeunesse. Est-ce que Emmanuel Macron va assez loin, selon vous ? Écoutez, moi, je reconnais tout à fait que nous sommes la génération climat, nous sommes la génération qui fait vraiment face au dérèglement climatique, et en ce sens, je porte, comme d'autres portent au sein de la majorité présidentielle, cette ambition pour le climat et cette ambition d'une transition écologique accélérée. Et moi, j'ai été très satisfait du discours d'Emmanuel Macron à Marseille, dans l'entre-deux tours, quand il a affiché que la Première ministre, et c'est le cas, serait en charge de la planification écologique, et que finalement l'écologie irriguerait l'ensemble des politiques publiques de ce gouvernement. Maintenant, il faut donner une majorité utile et efficace au président de la République pour mettre en œuvre cette feuille de route, et c'est pour ça que je suis candidat et que j'espère que les Lyonnais me feront confiance. Votre question, votre interpellation à Hubert Julien Laferrière ? Écoutez, moi, monsieur Julien Laferrière, ma question, elle porte sur l'Europe. Vous avez, durant votre carrière politique, porté de nombreuses positions que je qualifierais de pro-européennes. Vous avez même enseigné, je crois, les questions européennes. Vous avez signé des tribunes que j'ai retrouvées en faveur d'une armée européenne, même en faveur du CETA pour nos petites et nos moyennes entreprises. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez candidat de Jean-Luc Mélenchon qui... marque un certain nombre d'ambiguïtés vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis aussi, il faut le dire, de la crise ukrainienne. Et quand je regarde le programme de la NUP, je me demande, et du coup je vous demande, comment vous avez pu finalement rompre avec vos convictions pro-européennes, puisque vous défendez aujourd'hui un programme qui... il n'y a pas si longtemps que ça, durant la présidentielle, prônait la sortie de l'Union européenne et prône encore aujourd'hui la désobéissance européenne, qui, comme vous le savez, pourrait déboucher sur d'autres choses bien délétères pour l'Europe, à commencer par des pays qui pourraient du coup se dire qu'ils pourraient sortir de l'état de droit et eux aussi appeler à cette désobéissance européenne. Donc voilà, je vous pose la question, comment vous avez pu rompre avec ces convictions-là ? Je n'ai rompu en rien avec mes convictions. Effectivement, moi je suis un fédéraliste européen. Vous êtes à l'opposé de Jean-Luc Mélenchon dans ce cas. Sauf que ce que vous n'avez pas bien compris dans ce que c'est que la NUP, c'est que c'est pas une adhésion au programme d'LFI. Ah oui, mais sur la question européenne qui est fondamentale, c'est bien effectivement des partis qui font partie d'un mouvement qui souhaitent remporter les élections et qui assument certaines différences sur certains points. Vous souhaitez remporter les élections, mais sans le même programme, c'est ça ? Rappelez-vous, enfin vous ne pouvez pas vous rappeler, mais à chaque fois qu'il y a eu des grandes coalitions, il pouvait y avoir des différences d'approche sur certains points. En l'occurrence, là, ça concerne
concerne c'est une différence d'approche fondamentale quand même, monsieur le député sortant. Non, mais j'y viens. Sauf que l'Europe, moi je suis profondément européen, mais on ne construit pas l'Europe contre les peuples. C'est justement être anti-européen que de construire l'Europe contre les peuples. Est-ce que vous savez que ça fait... vous savez que ça fait plus de 20 ans qu'on désobéit au traité de Maastricht, hein. Et heureusement qu'on désobéit au traité de Maastricht. Heureusement qu'on ne respecte pas... Sur quelle question, monsieur le député heureusement qu'on ne respecte pas les critères de déficit public et de dette publique qui nous auraient mis encore plus dans l'austérité. Mais vous avez fait partie d'une majorité qui a permis à ce que l'on respecte ces déficits, justement. Et qui aurait... Oui, sauf que, justement, heureusement qu'on ne les respecte pas. Ah ben aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on est bien d'accord. Heureusement qu'on est désobéi depuis longtemps. Alors, mais c'est pas sur ces questions-là que vous voulez désobéir sur le plan européen, je crois. Il peut y avoir des divergences dans le terme. Hein, c'est-à-dire qu'on peut parler de dérogation, comme l'Espagne et le Portugal sortie de l'Union européenne, pour moi, il n'y a pas d'autre terme. Personne ne demande à la sortie de l'Union européenne. Si, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas dans le programme de la NUP. C'était son plan B. Ne dites pas n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Personne, mais chacun pourra vérifier. À la NUP ne demande la sortie de l'Union européenne. On demande juste une Europe auquel les peuples adhèrent. Et si on veut que l'Europe et les peuples y adhèrent, on ne peut pas avoir une Europe qui finance l'agrochimie, les pesticides dans la politique agricole commune, qui privilégie la libre concurrence et pas les politiques sociales. Ça ne marche pas. C'est pour ça que vous étiez en faveur du CETA il y a 3 ans. La seule chose... Le traité entre le Canada et l'Union européenne, c'était pas pour du libre-échange. Mais j'ai pas parlé, je parle pas de libre-échange. C'est ce que vous évoquez. Non, je ne parle pas de libre-échange. Je vous parle effectivement d'une Europe qui ne soit pas que l'Europe effectivement des marchés, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on va contre l'Europe et qu'on fait que les citoyens sont de moins en moins pour l'Europe. Donc il faut effectivement une Europe du mieux-disant social, du mieux-disant écologique, et ça entraîne effectivement, alors on peut avoir des divergences sur les termes, est-ce que c'est désobéissance ou est-ce que ce sont des systèmes dérogatoires, comme d'ailleurs l'Espagne et le Portugal l'ont obtenu sur le blocage des prix, que nous demandons également. Ça a été négocié avec l'Union européenne et ça déroge au traité. Donc il y a... C'est pas sur ces questions-là que vous voulez déroger. Si, tout à fait. C'est pour le mieux-disant social. Vous n'êtes peut-être pas raccord avec Jean-Luc Mélenchon, et écologique. C'est le mieux-disant social et écologique. C'est exactement ce qui est dans le programme pour effectivement avoir une Europe sociale, écologique, auquel les peuples adhèrent. Hubert Julien Laferrière, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez été élu... sous l'étiquette La République En Marche en 2017, votre investiture là, par la NUP a fait quelques remous. Il y a des candidatures dissidentes dans votre circonscription. Certains vous reprochent de ne pas être assez de gauche, de collectionner les étiquettes politiques comme les albums Panini. Alors, c'est bien quand on est fan de foot, mais pas forcément quand on fait de la politique. Qu'est-ce que vous répondez à ces crispations-là ? C'est qui se présente devant les électeurs aujourd'hui ? C'est l'ancien socialiste, c'est l'ancien En Marche. C'est un homme qui a toujours été à gauche, tout simplement. Moi, j'ai 30 ans d'investissement à gauche. J'ai fait partie, comme beaucoup de socialistes, de ceux qui ont effectivement cru dans les promesses d'Emmanuel Macron de 2017, un grand plan pour les banlieues abandonné, la fin des pesticides abandonné, un grand plan pour lutter contre les discriminations, on ne l'a pas vu, et je pourrais multiplier les exemples. Donc j'ai fait partie de ceux-là, oui, qui ont cru. Certains vont dire que j'étais naïf, d'autres vont dire que j'ai cru parce que c'était le texte. Et effectivement, on a assez vite déchanté. On est quand même une 50aine de députés à avoir déchanté. Au départ, avoir essayé un peu de lutter à l'intérieur. On a d'ailleurs obtenu des batailles, on n'a pas le temps de les développer ici, mais on a obtenu des batailles en négociant avec les gouvernements, avec leurs cabinets sur cette loi. Et à un moment, on prend ses responsabilités, on quitte la majorité parce qu'on n'est plus d'accord. Mais quand on quitte, effectivement, vous savez, les institutions de la Ve République fait qu'au début, vous luttez de l'intérieur parce que c'est là que vous pouvez être utile. Une fois que vous êtes en opposition, la logique majoritaire de la 5e, qu'il faudrait réformer d'ailleurs, c'est d'où l'idée de la 6e République, effectivement, vous empêche d'être vraiment, de faire avancer des choses. Mais à un moment, on prend ses responsabilités, on quitte la majorité parce qu'on n'en peut plus et on va défendre ce en quoi on croit. Et vous savez que c'est plus important quand même d'être fidèle à ses convictions, à ce pourquoi on s'est battu. Et moi, je continue à défendre ce que j'ai défendu en 2017. Voilà. Et c'est plus important c'est plus important, fidèle à ses convictions, fidèle à ce qu'on défend, que fidèle à un parti. Loïc Terren, beaucoup de jeunes, les enquêtes d'opinion ont montré qu'allaient vers Jean-Luc Mélenchon, là, sont tentés par la NUP. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, aux jeunes qui sont comme vous et qui sont tentés aujourd'hui par le vote Mélenchon ? Écoutez, moi je leur dis que déjà je suis à leur disposition pour échanger et pour débattre, et c'est ce qu'on essaie de faire pendant toute cette campagne sur le terrain, partout sur ce territoire pour écouter, échanger, débattre. Et je leur dis aussi qu'il ne faut pas être dupe
face à ce programme de la NUP sur les incohérences, sur les ambiguïtés, sur un programme qui finalement n'est pas finançable et qui met en danger à la fois nos retraites, notre épargne, notre emploi aussi, je le crois, et plus largement notre économie, et que pour leur avenir, il vaut mieux un vrai projet de progrès qui soit financé et qui soit réaliste. Je précise qu'il y a 160 économistes qui soutiennent le programme de la NUP. 160, c'est pas rien. Oui, et puis il y en a d'autres qui considèrent que ça va drastiquement creuser les économistes sont pas la tous dette d'accord publique. Entre eux. Donc vous voyez les économistes sont pas tous d'accord avec eux. Peut-être que et certains c'est bien, sont ça fait engagés partie de la démocratie. aussi, On arrive au bout des 30 minutes d'émission. Messieurs, je vous laisse une petite conclusion de 30 secondes chacun. Hubert, Julien Laferrière. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, l'alliance de l'ensemble des partis de gauche et écologistes ont suscité un véritable espoir dans une grande partie de la population, alors que, effectivement, depuis 25 ans, on voyait la gauche divisée, les écologistes de leur côté. Je crois que cet espoir, il est important. Il se manifeste aujourd'hui dans un programme partagé, où chacun a sa place. Et moi, j'appelle effectivement les électeurs et électrices de la circonscription, qui ont longtemps été tentés par l'abstention, parce qu'ils étaient désespérés de voir la gauche divisée, eh bien, de se mobiliser, d'aller voter les 12 et 19 juin pour la NUPS, pour transformer tout simplement cet espoir en victoire. Loïc Terren, à vous. Écoutez, moi, je dis aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui auront à voter les 12 et 19 juin que face aux guerres internes à gauche qui n'ont pas fini d'être résolues, visiblement, au vu du nombre de candidatures dans cette circonscription, je propose d'être un député efficace, qui agit et qui s'inscrit dans une majorité utile pour les 5 années à venir. Un député utile et efficace à la fois pour le progrès social, environnemental, économique, un député utile pour la justice sociale, et puis un député utile aussi pour tous les défis démocratiques qui sont devant nous, à la fois celui de la cohérence des projets que l'on défend, parce que je pense que c'est essentiel pour avoir un débat public apaisé, et puis pour lutter contre cette abstention qui gangrène notre démocratie et qui devra être éradiquée avec des mesures fortes. Je pense qu'il faut qu'on modernise le vote, je pense qu'il faut qu'on trouve de nouveaux outils pour échanger avec les Français et leur permettre de co-construire la loi, et c'est ce que je porterai si les Lyonnais me font confiance. Avant de se quitter, on va voir tous les autres candidats de la deuxième circonscription du Rhône. Donc on répète, une partie du 9e arrondissement, l'ensemble du 4e, l'ensemble du 1er et une partie du 2e arrondissement de Lyon. Je vous remercie, messieurs, d'être venus sur le plateau de Lyon Capitale. Et on rappelle les élections législatives, premier tour le 12 juin et deuxième tour le 19 juin. Merci, au revoir.